La sécurité justement liée à la santé est tellement forte en France, le reste à charge tellement faible, la couverture si bonne que ça n'est pas encore un sujet. Sans doute aussi parce que notre système de protection sociale est un système extrêmement complexe auquel, il faut bien le dire, beaucoup de Français, disons s'ils ne comprennent pas, enfin, peut-être qu'ils comprennent pas tout complètement. Voilà. En tout cas, la complexité fait que il y a peu de gens capables de décrire exactement comment tout ça fonctionne. Mais il y a tout de même depuis quelques mois une musique qui se fait grandissante autour de la part du gouvernement, avec de nombreux ballons d'essai, autour de l'idée d'une transformation du système importante, autour de ce qu'on pourrait appeler la grande sécu, le 100% sécu. Le gouvernement s'est prononcé à de nombreuses reprises plutôt en faveur de sa création, hein, au détriment évidemment de l'existence des complémentaires. On attend le rapport de l'HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui doit rendre le 18 novembre cette étude qui devra présenter 4 scénarios pour l'évolution du système de santé, où évidemment les complémentaires et la Sécu auraient un tout nouveau rôle, de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions. Est-ce que le partage Sécu complémentaire est voué à disparaître? Il est en tout cas probablement voué à se transformer, à évoluer par rapport à sa mouture actuelle. Alors, dans notre étude Sécuriser et améliorer notre système de santé en septembre 2020, on avait démontré que le partage des missions entre l'OCAM et la sécurité sociale permet l'un des plus faibles restes à charge pour les patients de l'OCDE et l'une des meilleures couvertures maladie, ce dont on peut évidemment se féliciter. La question qu'on va se poser ce matin, c'est cette question de la faisabilité, de l'opportunité de ce projet, avec probablement des différentes formes, hein, du 100% Sécu. Alors pour ça, j'ai le plaisir de recevoir 2 éminents membres de l'Observatoire Santé et Innovation. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Josette Guignot. Bonjour Josette. Vous êtes évidemment directrice de l'OSI, de l'Institut Sapiens, professionnelle, ex-dirigeante de l'assurance santé, devenue conseil auprès des assureurs complémentaires depuis plus de 10 ans, notamment sur les sujets de réglementation, de l'innovation, de la stratégie marketing. Vous vous intéressez notamment à l'apport de la téléconsultation dans la prise en charge, évidemment au plan de l'accès, de la qualité des soins. Vous êtes l'auteur de nos études, notamment Engageons enfin la révolution de la téléconsultation pour une IA au service des patients, Osons une nouvelle complémentarité entre les OCAM et la Sécu, et co-auteur de Le rendez-vous manqué du 100% Sécu, qui est aussi le titre du petit déjeuner de ce matin. Jean-Louis Davet. Jean-Louis, bonjour. Vous êtes expert à l'Institut Sapiens aussi et membre de l'OSI, président de Denos, société spécialisée en parcours de soins internationaux, disease management et biotech en oncologie. Précédemment, vous étiez directeur général de groupe d'assurance et de services de santé, et auparavant consultant en stratégie, notamment dans les domaines des nouvelles technologies de la santé. Donc vous êtes ingénieur, docteur en mathématiques, très engagé sur la question des data, de l'IA, de l'éthique en santé, et vous êtes aussi co-auteur des différentes études chez nous. Alors j'ai envie de commencer, désolé Josette, mais par une question à Jean-Louis. Quelle est rapidement la genèse de la note et des éléments du rapport HCAM, qui, si je comprends bien, ont déjà un petit peu percolé dans Paris, en France. Mal s'il n'a pas été publié, c'est une vieille tradition en France, c'est que le rapport il sort avant d'être sorti. Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur cette genèse et les éléments qui seraient dans la note de l'HCAM, qui sortirait donc le 18 novembre? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un pré-rapport qui a fuité. Ensuite, on a eu un certain nombre de prises de position, notamment ministérielles. Et maintenant, nous attendons tous l'étude d'impact commandée au même HCAM sur ses propres scénarios qui devrait sortir le 18 novembre, je crois. Donc on est un peu dans un... c'est un sujet qu'on regarde depuis le début de l'année 2021, puisqu'il y avait cette première note qu'évoquaient Olivier et Josette sur une nouvelle complémentarité. Et puis là, on suit le train des fuites successives. Ce que Josette va vous présenter là, c'est une note intermédiaire. Alors elle est intermédiaire, pourquoi? Parce que évidemment, on va réagir sur l'étude d'impact dès qu'elle va être sortie, et on pense bien commettre une nouvelle analyse. On aura évidemment plus de détails. On aura plus de détails, et puis ce qui va être intéressant, c'est de savoir, quand on dit étude d'impact, jusqu'où on mesure l'impact. Et dans le temps,
et dans l'ensemble des parties prenantes. Et là, je pense que c'est un certain nombre de sujets intéressants. D'accord. Ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, si je peux me permettre, c'est que nous avions produit, comme tu l'as rappelé Olivier, une première note qui date celle-ci de bien avant le pré-rapport HCAM dont parlait Jean-Louis. C'est-à-dire que notre position, que je vais vous expliciter avec Jean-Louis là tout de suite, elle n'est pas seulement un rebond sur le pré-rapport fuité du HCAM, c'est une solide conviction que nous portons depuis longtemps. D'ailleurs, nous avions échangé, je crois, fin 2019, juste avant la pandémie, sur ce sujet avec Jean-Louis. C'est un sujet assez ancien en réalité. Oui, il n'y a pas de sortir du chapeau. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que ces grands sujets de grande sécu, et on a vécu différentes motivations. Oui. Moi, je me souviens d'une époque, c'était il y a 10-15 ans, où le problème, c'était finalement d'amortir les sureffectifs de la CNAM, dématérialisation des feuilles de soins, et déjà, il fallait reprendre un peu de business aux complémentaires santé pour alimenter les effectifs. Voilà, donc il y a un certain nombre de thèses, donc c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis longtemps. C'est pas pour ça qu'il faut le jeter, enfin, il faut le regarder de très près, et c'est ce qu'on va faire en plusieurs fois. Donc rendez-vous d'ailleurs en décembre pour la suite. D'accord. Alors en attendant, Josette, un petit résumé peut-être justement de ce qu'il y aurait dans cette note, de cette position et par rapport à... Tout à fait. Voilà. Alors comme je le précisais, notre position elle est antérieure aux 4 scénarios qui ont fuité et elle sort d'une profonde conviction, c'est que tant le scénario de la grande sécu, c'est-à-dire de l'élimination du financement de notre système qui, comme tu le rappelais Olivier, est très performant et laisse le moins de reste à charge de l'OCDE, que le scénario qui consisterait à séparer ce que l'on appelle le petit risque du gros risque et donc à faire financer uniquement le gros risque par la sécurité sociale et le petit risque quasi uniquement par les complémentaires santé est quelque chose qui nous semble être complètement à rebours de l'évolution de notre système de santé en France. Je m'explique. Cette évolution, elle est inscrite notamment dans le rapport Aubert depuis 2018. Elle est répétée dans chacune des lois de financement, même si ça n'a jamais été mis en œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est encore inscrit dans le projet de loi de financement pour 2022 de la sécurité sociale. C'est quoi? C'est le changement complet de rémunération des soins en France. Et c'est le passage à une rémunération dont on sait qu'aujourd'hui qu'elle est complètement inefficiente, peu qualitative, très dépensière, qui est la rémunération tout à l'acte, à une rémunération encore un peu à l'acte ou à l'activité pour les établissements de santé, et beaucoup au forfait, notamment pour ce qui pèse le plus dans les dépenses de santé en France, c'est-à-dire les malades chroniques et en particulier les gens dits pris à 100% par la sécurité sociale parce qu'ils sont en affection de longue durée, les ALD, qui représentent aujourd'hui un peu plus de 60% de la dépense de l'assurance maladie et qui génèrent sa plus forte accélération. Donc ce que nous trouvons, nous, c'est que dans ces deux scénarios, soit de la grande sécu, soit de la séparation du petit risque, gros risque, c'est qu'on ne résout pas ce problème. C'est-à-dire qu'on ne crée pas de la valeur pour justement changer de paradigme dans ce financement et pouvoir gérer le passage justement au financement forfaitaire. Pourquoi ? Aujourd'hui, dans le financement à l'acte que nous connaissons, en fait, les complémentaires santé, historiquement, ont agi principalement dans le financement du ticket modérateur. Pourquoi ne pas imaginer demain qu'elles agissent pour partie en complément de la sécurité sociale dans le financement de ces fameux forfaits? Par exemple, dans le projet de loi de financement pour 2022, il est inscrit qu'on va enfin instaurer, depuis je sais pas, plus de 8 ans, je crois, d'expérimentation dite étape, instaurer un financement pour la télésurveillance de certaines maladies chroniques. Et donc ça va se faire par un forfait. Pourquoi ne pas imaginer que les complémentaires santé participent à ce forfait, soit
en abondant ce forfait, parce qu'on imagine bien que, vu le déficit cumulé de la sécurité sociale, on ne va pas pouvoir financer grand-chose, parce que c'est du en plus, hein, pour l'instant. Pourquoi pas imaginer que les complémentaires santé participent au financement de ces forfaits, soit en touchant des malades qui ne vont pas être éligibles dans les premiers temps au forfait de la sécurité sociale, soit en finançant, par exemple, des actes de prévention secondaire, de l'éducation thérapeutique, des choses autour du creuset du forfait qui va être financé par l'assurance maladie. Pour ça, il faut faire quelque chose qui est devenu complètement idiot aujourd'hui, c'est complètement refondre le contrat responsable. Au début de son histoire, le contrat responsable, c'était en 2006, était fait pour ne pas que les complémentaires puissent contrer le parcours médecin traitant. On ne parlait pas de parcours de soins à l'époque, on parlait du parcours médecin traitant, pour ne pas contrer ce parcours qui passait par le médecin traitant. Pourquoi pas? Ce n'était pas une mauvaise idée en soi. Au fil du temps, en fait, ce concept de contrat responsable a été complètement déformé pour finalement organiser à travers des organismes de droit privé, que sont les complémentaires santé, en fait, le financement de l'accès aux soins et à certains soins des Français, et notamment aux soins que certains, qu'on peut appeler pour tous se comprendre, de petits risques. Et le sommet de ça, c'est bien sûr le 100% santé que nous connaissons depuis l'année 2020, qui est le financement à 100% de certains équipements en termes de prothèses optiques, dentaires, auditifs. Donc aujourd'hui, on est dans un paradoxe où ce qui pèse humainement sur la santé des Français, ce sont les maladies chroniques, ce sont les gens en ALD, c'est aussi... Affection longue durée. Pardon, affection longue durée. Il y a sûrement beaucoup de spécialistes qui nous écoutent, mais peut-être pas seulement. Affection longue durée. Voilà, c'est ce qui pèse, aussi financièrement sur les dépenses d'assurance maladie, c'est ce qui pèse aussi sur les dépenses des complémentaires santé, puisqu'elles financent à peu près le double, d'après leurs études, que sur des gens qui ne sont pas en ALD. Ça pèse aussi sur le reste à charge des Français, donc on voit bien qu'il y a besoin d'argent de ce côté-là. Il y a d'autant plus besoin d'argent qu'on change de système de financement, donc il faut gérer ce changement. Et en même temps, les différents gouvernements, et notamment les deux derniers, n'ont cessé de cornériser les complémentaires santé sur le financement du petit risque de soins que sincèrement beaucoup de Français, et moi la première, sont capables de payer de leur poche. Donc, où est la logique dans tout ça? On ne voit pas bien. Et en tout cas, la résolution de ce problème ne passe pas ni par la grande sécu, ni par la séparation du gros risque et du petit risque. Elle passe, selon nous, par l'implication, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'a fait le contrat responsable jusqu'à maintenant, l'implication de plus en plus forte des complémentaires santé dans le financement du gros risque de l'hôpital. Aujourd'hui, les complémentaires santé remboursent, alors c'était avant le 100% santé, hein, parce qu'on n'a pas les études de l'adresse depuis, 73% de l'optique par exemple, mais seulement 7% de l'hôpital. Et encore depuis 2002, les complémentaires santé, leur financement de l'hôpital a augmenté de 111%. Donc on était parti de loin. Et donc il faut renverser cette vapeur et faire que les complémentaires santé, parce que c'est la logique, agissent en complémentarité de la sécurité sociale pour venir soulager l'efficience des soins, l'innovation dans la santé pour ces gens qui sont le plus malades et soulager les finances de la sécurité sociale dont chacun appréciera qu'elles en ont besoin. Si je résume, si je comprends bien, Josette, ce que vous nous dites, c'est qu'on a besoin, de toute façon, le système a besoin d'une transformation, mais que le projet de grande sécu, tel qu'il semble, après il y a différents scénarios qui sont proposés, mais tel qu'il semble être présenté, ne répond même pas, en fait, aux enjeux tels que vous venez de les poser. Alors, j'ai une question pour Jean-Louis.
l'un des arguments, le premier argument en fait, qu'on entend quand on discute dans les couloirs, probablement entre non-spécialistes de cette question, c'est évidemment la question des frais de gestion. Voilà. Les frais de gestion des complémentaires seraient trop élevés par rapport évidemment à un système 100% sécu qu'on imagine meilleur. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Comment on peut l'analyser? Bon, on peut répondre beaucoup de choses qui nous entraîneraient hors de cette matinée. Oui. Mais c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, c'est probablement le plus idiot, Oui. mais en tout cas celui qui justifie le moins la remise à plat pour une grande sécu. Alors, les chiffres auxquels vous faites allusion, qui circulent régulièrement, c'est de mémoire, la sécu gère à 4%, les complémentaires gèrent à 20%. Voilà. Alors, on peut le démonter de plusieurs manières. Ce que je vais faire, c'est rapidement, je vais essayer de vous donner quelques clés, parce que le problème, c'est qu'après tout ça, ça circule au Parlement, c'est repris à charge. Bon, bref. Donc, alors, quand on dit 4%, 20%, c'est 4%, 20% des cotisations qui sont perçues. Alors déjà, même l'adresse, qui dépend du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé, reconnaît qu'on compare des choses non comparables, ce n'est pas le même périmètre. Donc dans les 20% annoncés dans les frais de gestion, déjà il faut retirer, j'y reviendrai par la suite, 8% de frais commerciaux, parce que c'est un secteur concurrentiel, il y a de la bataille, etc. Donc ça laisse 12 versus 4. Et puis ensuite, on est sur des systèmes de copaiement. C'est-à-dire que quand en moyenne, vous remboursez 100 € à un adhérent, il y a un assuré, il y a 78 € qui sont remboursés par la Sécu, 13 par les complémentaires et le reste à charge. Donc quand on raisonne en pourcentage, on divise par finalement ces montants-là. Donc les coûts de gestion de la Sécu, vous les divisez par un dénominateur qui est 6 fois plus élevé que celui des complémentaires. Et donc vous avez un biais de perception et d'emblée, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. Alors on serait plutôt dans les mêmes ordres ou peut-être plutôt même en faveur des complémentaires. Donc non, ça c'est faux. La Sécu ne gère pas moins cher que les complémentaires. Ce qu'il faudrait mesurer, c'est plutôt le coût de gestion, soit à la personne qu'on rembourse, soit à l'acte de soin qu'on rembourse. Et là, on mesurera l'efficacité. Donc déjà, ça, on le retire. Ensuite, dans les coûts de gestion, les normes comptables imposent de faire rentrer beaucoup de types de coûts. Et je vais prendre un exemple, le conventionnement des réseaux de soins, les dispositifs de maîtrise des devis, de contrôle des factures, etc., qu'ont mis en place les complémentaires, et qui permettent surtout de baisser le reste à charge des assurés, ceux que citait Josette, avec le meilleur ratio de l'OCDE. Bon, ça baisse le reste à charge. Alors, j'ai un exemple idiot. Si je dépense 10 € de coût de gestion supplémentaire pour baisser le reste à charge de 20 €, il faudra m'expliquer en quoi c'est nocif. Bon. Donc, on voit bien qu'on est sur un procès d'intention. C'est toujours les mêmes éléments qui reviennent. Donc, sur la gestion proprement dite, circuler, je dirais, il n'y a rien à voir. On a simplement deux dispositifs et qui ne sont pas redondants. Il y a des zones de redondance, on paye deux dispositifs, mais quand même, la partie redondante, on est loin des 7-8 milliards qu'on annonce régulièrement. Alors après, il y a les coûts commerciaux. Alors là, c'est 40% des coûts de gestion, donc tact. Alors il y a même des livres qui sortent maintenant, on se met à sortir des livres sur les mutuelles, sur achat. C'est assez étonnant. Alors, les coûts de gestion sont assez élevés. Bon, c'est un secteur concurrentiel. Alors, ils sont peut-être d'autant plus élevés qu'on a cornérisé les complémentaires dans une zone où il n'y a pas de différenciation. Et donc, peut-être qu'il y a effectivement certaines dérives en coûts de communication institutionnelle, etc. Donc, dont acte, les complémentaires pourraient probablement un peu baisser un certain nombre de coûts. Mais on n'est pas du tout dans des ampleurs qui nécessitent de jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, ce sont des arguments totalement fallacieux ou maniés par des gens qui ont un problème avec la règle de 3. Oui, parce que j'allais dire que c'est une question de règle de 3, tout à l'heure, évidemment. Alors, on reproche aussi aux organismes complémentaires d'amputer le pouvoir d'achat et de proposer des cotisations différentes selon les régions. Joseph, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Alors, déjà, moi, ça me fascine. Quand on dit à la fois qu'on a le reste à charge le moins élevé de l'OCDE et qu'on dit que les complémentaires santé, amputent le pouvoir d'achat des Français. Mais ça veut dire quoi, le pouvoir d'achat? Quand les Français n'ont plus à régler beaucoup, au moins en moyenne, après il y a des écarts types comme diraient les assureurs, mais en moyenne de dépenses de santé de leur poche, qu'est-ce que c'est sinon du pouvoir d'achat? Ensuite, le sujet de la différence de tarification suivant les régions.
suffit d'ouvrir n'importe quelle étude de l'adresse pour comprendre que les tarifs de l'offre de soins en France, les populations ne sont pas uniformément réparties sur le territoire. Et donc, en fait, on a des consommations à la fois en coût moyen et en fréquence qui n'ont rien à voir d'une région à une autre. Je vais prendre deux extrêmes. On prend des régions un peu désertiques de la Bretagne et on prend la région PACA, ça n'a rien à voir. Donc, d'ailleurs, le rapport du HCAM précise bien que les complémentaires santé sont là aussi pour rembourser notamment tout ce qui est dépassement d'honoraires. Et bien, tout ce qui est dépassement d'honoraires est bien sûr fortement corrélé, comme diraient les assureurs, hein, fortement lié au montant moyen des dépassements d'honoraires pratiqués dans tel ou tel type de région. Alors, on dit aussi que la concurrence des OCAM nuit aux patients, est trop complexe. Effectivement, c'est un peu ce qu'on a abordé avec les coûts de publicité, mais finalement, cette concurrence qu'on vante, et je suis le premier à vanter, est-ce qu'elle pose problème dans ce secteur des complémentaires? Il y a une concurrence qui est forcément vive, hein. Il y a plus de 400 organismes de mémoire qui agissent. Alors après, je pense qu'il faut bien faire la part des choses entre deux catégories d'assurance, qui sont l'assurance collective en entreprise et l'assurance individuelle. Je pense que le côté vertueux, si je puis dire, de la concurrence sur les contrats collectifs, elle se démontre, hein, les marges sont extrêmement faibles, c'est une concurrence qui est vraiment très rude, c'est un marché qui est extrêmement intermédié par les grands courtiers, donc on ne peut pas parler de manque de lisibilité des contrats, etc., parce que tout ça est vraiment creusé par les courtiers pour le compte de leurs clients. Et en plus, le rapport de force dans la négociation, c'est entre une entreprise et un assureur, c'est pas la même chose qu'entre un individu et un assureur. Donc sur le collectif, et les chiffres en attestent, bon, je pense que la concurrence est à la fois vive et vertueuse. C'est vrai que sur l'individuel, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué parce que les garanties, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre les garanties plus lisibles. Je pense qu'il faut encore faire des efforts. Alors après, on a beau jeu de dire que les garanties ne sont pas lisibles. Il faudra m'expliquer en quoi les garanties de la sécurité sociale sont lisibles quand même. Parce que tout ça s'est développé dans le train l'un de l'autre. Donc voilà. Alors il y a quand même encore des efforts à faire. Le marché individuel, le problème c'est comme le collectif est très concurrencé, eh bien les assureurs peuvent être tentés de se refaire, si je puis dire, sur le marché individuel. C'est un marché individuel qui est en attrition de plus en plus, on retrouve les retraités, et donc on va reboucler sur les questions maladies chroniques, ALD, etc. Donc oui, il y a des efforts à faire sur l'individuel, mais ça ne remet pas pour moi ces efforts, c'est un encadrement particulier, et non pas, c'est pas ce qui peut justifier l'éradication des complémentaires ou une cornérisation encore supérieure de leur rôle. D'accord. Alors un autre argument, c'est que le 100% sécurité, qui est avancé par les défenseurs du 100% sécurité sociale, serait que ça faciliterait la gestion, la réforme de la rémunération évidemment des professionnels de santé, d'éviter justement les points de fuite des dépassements d'honoraires déjà dont vous parliez, Josette, dont tu parlais. Alors, sur cette histoire donc, de réforme du financement, là, du tout à l'acte, ou partie acte, partie forfait, le seul argument que j'ai vu dans le pré-rapport du HCAM, c'est plus facile s'il y a un seul payeur. Alors moi, je suis désolée, je suis un peu plus exigeante que ça, messieurs, mesdames du HCAM. Si le seul argument, c'est plus facile, moi, je préfère l'argument de c'est plus utile et c'est plus efficient. Donc, comme on l'explique dans notre note, en fait, nous, on pense que s'il y a cofinancement, eh bien, ça sera plus efficient. Voilà. Donc, si le seul argument, c'est plus facile quand il y a un seul payeur, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord. Sur le deuxième point, alors l'argument dans le pré-rapport du HCAM, c'est aussi de dire, quand il n'y a qu'un seul payeur, on a moins de points de fuite. Ça veut dire quoi, moins de points de fuite? Appelons un chat, ça veut dire on évite beaucoup les abus de facturation, voire la fraude exercée par certains professionnels, voire certains établissements de santé. C'est quand même ça que ça veut dire en termes très polis. Moi, je suis désolée, mais quand même, il est une notoriété publique, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGAS, que le contrôle exercé par l'assurance maladie sur ce qu'elle dépense, sur ses prestations, est très faible. Ça fait au moins, je crois, 5 PLFSS où on augmente l'objectif de contrôle.
Donc, et on n'est pas du tout au bout. Et d'ailleurs, quand on regarde les rapports annuels des différentes CEPAM, il n'y avait en 2019, je n'ai pas regardé en 2020, et il n'y avait en 2019 que 3 CEPAM en France qui publiaient leurs résultats sur leur contrôle. Alors, je suis désolée, mais chez les complémentaires santé, puisqu'elles sont cornérisées sur le petit risque, elles font des contrôles sur ce qu'elles payent. Et Jean-Louis citait les réseaux de soins, c'est une manière de contrôler la dépense. Il y a aussi des contrôles faits de plus en plus par les acteurs même hors réseau de soins, avec des résultats très probants, qui ont d'ailleurs été reconnus par de précédents rapports du Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc de ce point de vue-là, je pense que les complémentaires santé n'ont pas de leçon à recevoir des caisses primaires d'assurance maladie. Si je peux juste ajouter un élément, parce que Josette, tu citais les rapports de la Cour des comptes. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je recommande vivement celui de 2016, je crois, consacré aux maladies chroniques précisément, où on voit que le coût moyen d'un patient d'un département à l'autre peut varier sur certaines maladies chroniques d'un facteur 7. Et que même au sein de la région parisienne, vous avez enfin, de la région parisienne, de la grande région parisienne, vous avez des variations de 20 à 30% sur des maladies chroniques. Donc là, vous avez plusieurs milliards d'euros, donc ils ne se justifient pas. Donc les fameuses lignes de fuite me font un peu rire, parce que si on veut parler de lignes de fuite, parlons des estimations régulières de 20 à 40 milliards d'euros d'actes soins inutiles. Avant de parler du financement, peut-être qu'il faudrait contrôler ça aussi. Bon, voilà. Donc, si ligne de fuite il y a, attaquons-nous aux bonnes. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent s'exprimer dans le chat, poser leurs questions, et je les répercute, évidemment, à Jean-Louis et à Josette. Alors, une première question de Jean-Michel Budet. Pour réduire les coûts, il faut augmenter les volumes et donc regrouper. Jean-Louis a parlé de 400 organismes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que le sens de l'histoire et qu'une des évolutions possibles soit des formes de concentration? Alors, les formes de concentration, il y en a eu énormément. Il y en a toujours. Et il y en a toujours. Alors après, elles ne produisent pas toujours les effets escomptés, dont acte. Après, on est sur un secteur... pour avoir œuvré dans plusieurs secteurs, celui-là est particulièrement intéressant parce que la notion de taille critique est une notion qui est très difficile de cerner. Moi, je me souviens, alors peut-être qu'on a nos amis de l'Argus de l'assurance, là, où pour les gens, la taille critique, c'était figuré dans le top 10 de l'Argus. Voilà. Pour moi, c'est pas une notion économique forcément prioritaire. Donc, ces rapprochements, parfois ils sont fondés, parfois ils sont infondés. Ils tiennent souvent à des hommes. C'est vrai que c'est encore perfectible. Pour l'instant, on attend effectivement qu'ils donnent tous leurs fruits. C'est un vrai sujet. Dans un premier temps, ils génèrent des coûts. Ça, c'est assez clair. Ils génèrent des coûts et les complémentaires ont dû gérer ces coûts de rapprochement, plus les coûts de mise en place de réformes prudentielles, surtout etc. Ça s'est fait en même temps. Coûtent très très cher. Bien sûr. Et voilà. Donc, et plus on rajoute des regroupements, des structures de contrôle, etc., plus c'est complexe. Voilà. Mais la notion de réduire les coûts, elle a été rarement instruite économiquement de manière aussi rigoureuse en assurance, à ma connaissance, qu'elle ne l'a été dans d'autres secteurs tels que la grande distribution, par exemple. On touche de doigt finalement une question qu'on retrouve dans la plupart des secteurs, c'est celle des synergies au moment des concentrations. C'est lié à la question de la taille critique. Et c'est aussi la question derrière la grande sécu. Est-ce qu'il y a vraiment une synergie qui existerait s'il y avait plus de taille? C'est un des arguments qu'on entend. Éviter les doublons. Est-ce qu'il y a vraiment des doublons aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des doublons, c'est-à-dire des synergies possibles si on regroupe des activités entre sécu et complémentaires? Oui, bien sûr. Oui. Par exemple, il y a des remboursements, quand même, dans cette fameuse réforme du 100% santé, pour des raisons idéologiques, il faut appeler un chat un chat, on a laissé dans le panier hors 100% santé, par exemple de l'optique, des remboursements à 75 centimes d'euros.
Moi, Ouais. je veux bien, Ouais. mais j'aimerais savoir quel est le rapport de coût de gestion de la sécurité sociale par rapport à ces 75 centimes Ah d'euros. bah, c'est un excellent ratio à faire, ça. Oui, 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 je pense que Ouais. ça fait beaucoup. Alors, il y a d'autres questions passionnantes sur le chat qui est en train de s'animer, donc j'en suis très heureux. Une première autour du défi de la prévention et du rapport entre ce défi de la prévention et les complémentaires. Comment, sans complémentaires, justement, relever ce défi dont on sait qu'il est, d'ailleurs nous on l'avait montré chez Sapiens, hein, l'un des points noirs hein, de notre système. On est très mauvais en prévention Alors, des très bons, par mais rapport à peut-être d'autres. les plus mauvais, non peut-être. Non, mais dans On le est- CDE, on avait calculé, on est 14e. On va je crois, avoir 2% des dépenses qui sont ouais. consacrées à la prévention. Ouais, c'est ça. Bon, je pense qu'on peut répondre tous les deux. Hein, je pense que- Mais alors, j'ai vu dans le rapport du HCAN d'ailleurs qu'on on balayait un petit peu d'un revers de main dans certains scénarios le rôle des complémentaires en disant ça sera que du serviciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour de modèle économique intéressant en prévention pour les complémentaires. Alors, ça aussi, c'est un argument absolument extraordinaire. C'est sûr que si on cornérise les mutuelles et les assureurs sur le tout petit risque, c'est pas là-dessus que la prévention va faire des énormes économies, donc il n'y aura pas de modèle économique. Bon, par contre, si on va sur le gros risque, oui, là, il y a des Parce que possibilités. la prévention, elle est surtout sur le gros risque, finalement. Pour moi, elle est effectivement plutôt sur le gros risque. C'est là que son efficacité, en termes d'efficacité. Alors, même si on a dit ça, sur le gros risque, c'est encore la Sécu qui porte la part, la plus grosse part du risque. Hein. Oui. Bon, voilà. Et donc, on peut dire effectivement, ces coûts, ce retour, il se fait vers la Sécu. Alors après, la Sécu, elle peut gérer la prévention en masse, si je puis dire. Comme En elle fait revanche, aujourd'hui. comme elle fait aujourd'hui. En revanche, comme les assureurs et les mutuelles sont souvent positionnés sur des communautés, sur des entreprises avec une certaine homogénéité des risques, une certaine proximité, elles sont probablement mieux placées pour définir des actions. Oui. Voilà. Mais alors, le problème, c'est que on voit bien qu'il y aurait une collaboration entre plusieurs types de prévention de la part de la Sécu et des complémentaires. Mais force est de reconnaître, alors ça je vais pas livrer de délit d'initié, mais ça je l'ai vécu, il y a un certain nombre de complémentaires qui ont développé des programmes de prévention parfaitement adaptés, avec un retour économique majoritairement en faveur de la Sécu. Et donc, on aurait tout à fait pu imaginer une discussion avec la Sécu en se disant, écoutez, c'est vous qui percevez 80% des retours, nous on en perçoit 20%. Ce qui compte surtout, c'est qu'au total, on soigne mieux, on a moins de soins, etc. pour chacun, mais surtout l'assuré, il est mieux protégé et il est moins malade. Donc, on pourrait imaginer un cofinancement là-dessus. Eh bien, fin de non-recevoir, refus de collaborer sur ces sujets-là, et encore une fois, on revient sur un rapport de force plus une collaboration. Donc les modèles économiques existent, ils existent notamment si on va sur le gros risque, encore faut-il au passage ouvrir suffisamment les données pour qu'on puisse effectivement gérer au mieux les parcours de santé suivant les profils des assurés. Alors la prochaine question, elle n'est pas sans lien, puisqu'elle parle du lien justement entre complémentaire et innovation. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation à faire naturellement dans la prévention, mais on reproche parfois aux OCAM de ne pas innover suffisamment. Et à l'inverse, on a plutôt l'impression que se priver des OCAM, c'est se priver quand même d'une force d'innovation. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Je vais laisser du point de vue de répondre l'innovation? Mais quand même sur l'innovation de l'assurance maladie. Alors, ils ont fait beaucoup sur le serviciel, comme le HCAM l'appelle. C'est-à-dire, en effet, quand vous ouvrez votre appli Amélie, c'est super bien fait. Et on pense que ça va être encore amélioré avec l'espace numérique de santé. Oui. Ok, donc par contre, si on regarde ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'entrée dans le remboursement commun de ces fameuses expérimentations qui s'étalent sur des années et des années. Alors moi, je ne sais pas, mais s'il faut une dizaine d'années pour mettre en place de nouvelles manières de soigner et de rembourser ces soins, parce que sinon, il n'y aura pas de mise en place de nouvelles manières de soigner, c'est quand même pas de l'innovation, ça. Si on met 10 ans, c'est énorme aujourd'hui. Donc je ne vois pas en quoi ce procès d'intention sur l'innovation des complémentaires santé, fait-on mieux ailleurs? Alors, donc, tu viens de répondre sur l'assurance maladie, peut-être sur les complémentaires. Alors, bon, je pense qu'ici, on peut... On peut dire les choses telles qu'on les pense, on est là pour sinon, ça. Alors, Sapiens peut fermer boutique tout de voilà, suite. alors ma réponse sera, sinon nuancée, sera multifacette. La première, je voudrais quand même rappeler que
dans son histoire, le secteur des complémentaires santé a considérablement innové. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Les fameux contrats responsables, qui un temps se sont appelés contrats solidaires et responsables, à une époque où c'était vertueux, parce que c'était sur un autre type de marché que ça se développait, il fallait apurer, éviter les exclusions, etc. Ils ont été développés à l'initiative des assureurs mutualistes. Donc ça mérite d'être souligné. On l'oublie. Maintenant, ça a été galvaudé. C'est devenu une espèce de robinet à ajuster les taxes. Mais c'était vraiment une innovation sur le marché. Le tiers payant, qui a été développé aussi par les complémentaires santé. Le conventionnement des réseaux de soins et tous les dispositifs de contrôle qu'évoquait Josette, c'est les complémentaires. Et en intro, et la téléconsultation que tu évoquais. Bien sûr. Alors, qui est-ce qui a poussé et qui a investi dans la téléconsultation au début contre l'avis de la CNAM? Ce sont les complémentaires, et sans remboursement, ce sont les complémentaires. Maintenant, c'est passé dans le droit commun, ok, bon, mais qu'est-ce qui a poussé ça? C'est quand même les complémentaires. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, peut-être, effectivement, que la capacité d'innovation s'est un peu émoussée ces dernières années. Alors, pourquoi? D'abord, il y a une raison qui est très mécanique, c'est qu'il y a, dès qu'on est cornérisé, il y a peu de marge de manœuvre, et dès qu'on essaie de sortir un peu de l'ornière dans laquelle on vous a fixé, et boum, vous êtes surtaxé. Parce que les contrats qui sont dits non responsables, qui sortent un peu de cette fameuse ornière, c'est 4% du marché, pas plus. Donc déjà, c'est un petit peu dissuasif en matière d'innovation. Ensuite, je trouve que les complémentaires ont pris du retard en data et en numérique. Un retard que j'estime à 4-5 ans. Maintenant, tout le monde en parle, c'est devenu le buzz. Moi, je me souviens des grandes batailles sur le data et le numérique il y a 5 ans. On n'était pas nombreux à prêcher au sein des complémentaires pour prendre ce virage. Parce que tu parlais de granularité, de capacité à comprendre les gens. Aujourd'hui, ça passe évidemment par la data. Ça passe évidemment par ça. Alors tout ça s'est percuté que les moments de rapprochement, de fusion, il y avait des enjeux de pouvoir sur le numérique parce qu'on désilote complètement les entreprises. Et donc là, on a perdu quand même, si on regarde un peu au niveau microéconomique de l'entreprise, on a perdu du temps. Tu parlais de l'espace numérique de santé qui est une vraie évolution. Il y a 3 ans, on compte sur les doigts de la main les complémentaires qui avaient pris conscience de ce que ça représentait pour l'avenir. Donc voilà. Alors, oui, la capacité d'innovation s'est un petit peu émoussée, et peut-être que l'esprit entrepreneurial et de prise de risque en innovation aussi, et là je ne citerai pas la mutuelle en question, c'est un petit peu caricatural si je l'amène sur le tapis comme ça, mais c'est révélateur d'un état d'esprit des dirigeants. Il fut un temps où une complémentaire, des complémentaires prenaient le risque de rembourser l'IVG à une époque où la loi Veil avant la loi Veil, et on se mettait en risque pour le faire parce qu'on estimait que ça faisait progresser le truc. Alors, on peut en penser ce qu'on veut d'un point de vue éthique, etc., mais globalement, c'était vraiment des prises de position fortes, des prises de risque, et peut-être que c'est cet esprit réellement entrepreneurial avec lequel il faut renouer, et puis comme dans tous les secteurs, peut-être que des gens ont passé beaucoup plus de temps à jargonner sur l'innovation à des buts managériales pour mobiliser les troupes qu'à innover réellement. Voilà. Je pense que tout ça est en train de se résorber et que maintenant on va pouvoir repartir sur des bases un peu plus dynamiques. J'aimerais ajouter à ça un petit clin d'œil au complémentaire santé. Il y a un sujet sur lequel vous devez vraiment travailler, c'est justement ce sujet des risques lourds et des malades chroniques. Et travailler sur ce que vous pouvez obtenir de data dans vos portefeuilles sur ces gens-là. Parce que là, en effet, il y a du grain à moudre, c'est un des déficits de connaissances et donc de potentiel d'innovation très très important. Alors, pourquoi? Parce qu'on vous a cornérisé sur le petit risque, donc voilà, on va dire dans le maelstrom réglementaire qui s'est accéléré depuis 2015, voilà, vous avez été focusé là-dessus. Il est temps vraiment de regarder en quoi vous pouvez être utile justement sur les services, au vrai sens du terme, que vous pouvez apporter. Et au financement intelligent que vous pouvez apporter en efficience sur les gens les plus malades. Ça sera la meilleure façon de démontrer à cette grande sécu qui soi-disant peut tout que vous pouvez beaucoup. Alors, il y a plein de questions passionnantes sur le fil, notamment une question de Patrick Brottier que je pourrais lire, mais j'ai aussi envie de lui donner la parole. Patrick, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as envie de poser ta question directement? Sinon, je le fais. Avec
Ah, super. Bonjour Patrick. C'est le plaisir de voir des humains de temps en temps. Ma question était assez simple, hein, en fait. Est-ce que mais on a depuis que je l'ai posé, avancé un peu dans les attendus que vous avez exposés, mais le vrai risque n'est-il pas finalement le plus sécu que le tout sécu? Parce qu'on voit bien que le tout sécu, il serait quand même très difficile à réaliser dans les faits, hein, me semble-t-il. Mais par contre, le fait de renforcer considérablement la part relative de la sécurité sociale et peut-être de cornériser les complémentaires autour de l'optique dentaire audio et les dépassements d'honoraires, puisque les dépassements d'honoraires, c'est la patate chaude qu'on laisse aux complémentaires, faute de régler, comme l'a expliqué très bien Josette, la question finalement de la rémunération des professionnels de santé. Et est-ce que du coup, c'est pas le vrai risque qui ferait perdre à la fois de l'efficience au système dans son ensemble et des capacités d'innovation et d'initiative, même si, comme le soulignait Jean-Louis, il y a certainement des marges de progrès qui sont cristallisées ces dernières années, où il y a c'est un petit peu peut-être figé. Il y a des choses qui sont pas, en tout cas, qui sont pas visibles. Je pense qu'il y a des choses qui sont entreprises, mais qui n'ont pas encore généré finalement les aboutissements qu'on pourrait en escompter. Bah, oui, Patrick, je partage. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas que brandir le 100% sécu soit l'arme tactique pour faire passer le plus de sécu. Voilà. D'un point de vue politique, je te rejoins complètement. C'est probablement parce que le 100% sécu, disparition des complémentaires. Je veux bien toutes les études d'impact qu'on veut sur les effectifs qui seraient repris, etc. Enfin bon, ça n'a aucune chance de voir le jour. Enfin, on peut se tromper, hein, mais ça n'a quand même aucune chance politiquement de voir le jour. Donc effectivement, c'est probablement une menace qu'on brandit, et certains penseront être soulagés si on arrive au plus de sécu, comme dit Patrick. C'est le même problème. Ouais. Vous avez raison, Patrick. En fait, c'est la menace la plus forte. Alors, non seulement sur le monde des complémentaires santé, mais on va dépasser, si vous le permettez, ce sujet-là. C'est la menace la plus forte pour l'avenir du financement de notre système de santé. C'est bien le propos de notre note. C'est vraiment une opportunité manquée que de renforcer le financement de la sécurité sociale sur le gros risque et de continuer à cornériser les complémentaires santé sur le petit risque. D'abord, il faut prendre quand même, excusez-moi, les Français pour des imbéciles. Les Français ne vont pas financer une assurance complémentaire pour la plupart pour se payer ce qu'ils peuvent seulement se payer ce qu'ils peuvent très bien se payer de leur poche. On va prendre l'histoire de la pandémie. Je veux dire, bon nombre de Français qui étaient sans couverture complémentaire se sont retrouvés avec des restes à charge énormes alors qu'ils étaient hospitalisés en soins intensifs pour raison de Covid-19. Voilà, ça sert à ça, le complémentaire santé. Parce qu'il se trouve que quand vous étiez en réanimation pour Covid-19, eh bien, il y a un ticket modérateur à l'hôpital. Voilà, et que ça, il faut pouvoir le payer. Donc, voilà. Et il est normal que dans, on va dire, l'acceptation de la sécurité sociale de 45, eh bien, la complémentaire agisse en complément. Mais ça n'a aucun sens qu'elle agisse que sur des dépenses que la plupart des Français, pour le dire, peuvent se payer de leur poche. Il faut qu'elle participe à l'effort national en solidarité, voilà, pour financer ce qui pèse le plus lourd, c'est-à-dire notamment les hospitalisations et les maladies chroniques. Qui représentent la plus forte partie de la croissance voilà. des dépenses. Alors, une question de Jean-Michel Budet. La question n'est-elle pas plus large? Les ressources de la Sécu sont largement fiscalisées, ce qui devrait conduire à remettre en cause la gestion paritaire de la Sécu et l'intégration de la loi de finances sur la sécurité sociale dans le budget de l'État. De leur côté, les complémentaires sont devenus quasi obligatoires. Les citoyens, désormais prélevés à la source, ne font plus la différence entre impôts et cotisations, Sécu et complémentaires. Effectivement, ce qui prend une façon de aussi poser la question de la lisibilité, de la compréhensibilité, pour utiliser ce néologisme, du système, qui me semble un problème, en plus du fait que le coût, le signal prix a totalement disparu dans notre système de santé. Le signal coût a complètement disparu, tu as raison Olivier, et le système
cotisation, taxes, etc., est totalement illisible. Illisible. D'ailleurs, quels sont les Français qui ont conscience d'ailleurs du coût global, réel de la santé en reprenant les cotisations, les différentes cotisations sociales, patronales, la complémentaire, etc. Enfin, c'est un point extrêmement intéressant. Et les taxes qui sont venues recomplexifier l'ensemble. Donc oui, il y a un vrai sujet sur les différentes strates. D'ailleurs, au passage, même les arguments en faveur de la taxe, parce que j'ai lu ça récemment aussi, oui, mais la taxe, ça permet d'alimenter le CSS, l'assurance maladie pour les plus défavorisés, etc. C'est pour ça que ça monte. Oui, non, mais sauf qu'il n'y a que la moitié de cette taxe qui est dédiée à ça maintenant. Parce que les finalités de la taxe, ils bougent d'un PLFSS à l'autre, on rebascule, on arrange les bidons. On joue au bonneto, etc. Oui, donc le truc est devenu totalement illisible. Quant à la gouvernance du système qui était évoquée, c'est vrai que là, ce qu'on peut constater... Je plaisantais là récemment avec Guillaume Leroy, tu le connais peut-être. Et on se disait, mais on est reparti dans la loi Le Chapelier, là, on éradique les corps intermédiaires, la gestion paritaire de la Sécu, ça disparaît, là on fait disparaître les complémentaires, les mutuelles, on fait disparaître toutes les structures intermédiaires, et c'est un État tout puissant qui revient au pouvoir en tant que gestionnaire, donc c'est un vrai sujet. Voilà, donc oui, il y a une impossibilité, une lisibilité qui est extrêmement complexe. Faire la part des choses entre ce qu'est la Sécu, la complémentaire, maintenant quand on reçoit sa feuille de la part de la Sécu, son rappel mensuel ou trimestriel ou annuel, on voit la part des choses, mais pour se faire une idée précise, réelle, de ce que remboursent les uns et les autres, c'est pas évident. Et surtout, parce qu'on l'a rapidement évoqué, se faire une idée précise de l'efficacité de la couverture, c'est encore une autre chose, parce qu'on mélange du lissage de trésorerie, que tu évoquais, sur le petit soin, qui peut être un besoin, mais c'est un lissage de trésorerie, ce n'est pas de l'assurance, avec des risques très lourds, à faible fréquence, et c'est très difficile pour un assuré moyen de se faire une religion. Et vous avez quelque chose qui est très simple, c'est quand vous avez une assurance auto, vous payez, vous avez un ratio S sur P qui est forcément faible, quand vous n'avez pas de sinistre, vous êtes plutôt content, vous n'avez pas eu d'assurance, vous n'avez pas eu de dégâts dans l'année, vous avez payé trop cher. Mais en assurance maladie, c'est pas ce qu'on regarde. Les gens vont regarder d'un point de vue simplement combien j'ai dépensé, combien j'ai été remboursé. C'est pas une vision de l'assurance. Donc cette cornérisation, elle a conduit à faire disparaître totalement la logique assurantielle de base, qui est quand même d'être là à un moment où l'assuré, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Et ça a été totalement oublié. Donc on ne voit pas le système de financement, on voit mal la répartition des uns et des autres, et on est incapable de juger la pertinence de la couverture. C'est vrai, ça c'est vrai. Et ça, il faut améliorer les choses. Et on a de forts restes à charge quand on est très malade. Parce que c'est ça la réalité. On n'est pas bon en couverture sur les ALD, en fait. Ça parce qu'en fait, on a aujourd'hui la possibilité de très bien soigner les dents, d'être appareillé en prothèse auditive, d'avoir de très bonnes lunettes de très bonne qualité. 100% santé, c'est pas de la sous-qualité. Mais paradoxalement, quand on a un cancer, eh bien, on a des tas de choses qui ne sont pas remboursées. Enfin, les études de France Asso Santé l'ont montré. On a un reste à charge après remboursement sécurité sociale qui peut être très élevé, qui est atténué par le remboursement complémentaire santé, mais qui pourrait encore être amélioré si on laissait les complémentaires santé agir plus justement auprès de ces gens quand ils ont un vrai pépin de santé. Il y a quelque chose qu'il faut, qui est une évidence pour tous ceux qui nous écoutent, je pense, mais qu'il faut bien réaffirmer. Même si on l'a tous dit, probablement des centaines de fois, c'est quand on dit maladie chronique, remboursement à 100% par la Sécu, c'est remboursement à 100% de ce qu'on appelle la base de remboursement de la Sécu, qui est totalement déconnectée de la réalité des coûts payés par le patient. Il faut quand même que les gens aient ça en tête, que le Français ait ça en tête, et effectivement, comme le dit Joseph, vous avez un gros pépin, vous vous retrouvez avec des restes à charge absolument considérables. Ça a été démontré, y compris par la CHAM, qui l'avait démontré à un moment sur les courbes de concentration. Donc ça, c'est marrant, c'est des choses quand même qui circulent, qu'on dit, ça disparaît, on ne les réévoque plus. Mais ça, là, il y a un vrai sujet et qui justifie, à mon sens, à notre sens, que les complémentaires
se positionnent sur le vrai gros risque qu'elles ont été amenées à abandonner. À abandonner, oui, absolument. Une question de Nicolas Fauquet. Alors, il a posé plusieurs questions, mais il dit voilà, pour prendre le contrepoint, l'optique en France est l'un des domaines les plus coûteux, notamment en comparaison des voisins européens. Or, ce domaine est aujourd'hui largement financé par les organismes complémentaires. Donc, pour se faire l'avocat du diable, la cornerisation ne limite-t-elle pas ce type de dérive? Ne limite-t-elle pas ce type de dérive? Elle accélère la dérive. Parce que si on prend la réforme du 100% santé, c'est bien ce que je citais, vous êtes remboursé à 100% de vos lunettes, mais ça vous laisse de très gros restes à charge en cas de cancer. Non, non, la réglementation a tout fait pour solvabiliser l'accès aux soins sur ce type de choses. Alors, je veux dire, why not? Ça serait très bien si, en même temps, comme dirait l'autre, on pouvait financer beaucoup mieux les soins et l'accompagnement et le suivi des malades chroniques. Mais le problème, c'est que la manne est restreinte. Elle est restreinte, déjà on ne fait pas d'arbitrage. Mais il y a l'optique, et le piège, ça a été que l'optique a d'ailleurs été un axe. On parlait des frais de communication, etc. Un axe de communication très fort, parce que ça séduisait. Oui, et puis c'est ce que beaucoup de gens voient, sans mauvais jeu de mots, mais c'est ce qu'ils voient le plus facilement. Oui. Mais alors, ce qui est assez extraordinaire, parce que, quand même, c'est qu'il faut savoir que l'optique, qui est... Alors, j'ai plus en tête sur les actuaires qui nous écoutent, qui pourront peut-être corriger, mais voilà, j'ai en tête que quand on tarifie de l'optique, on le tarifie avec une fréquence très élevé. Hein, mais moi j'ai 70% en tête, c'est-à-dire qu'on estime qu'à 70% de chance, vous allez faire refaire vos lunettes. Mais ça, il n'y a pas de mystère. En tant qu'assureur, on le sait, donc on le tarifie. 74% des Français portent des lunettes. Voilà. Donc on le tarifie. Donc on le retrouve, donc on le retrouve forcément dans les coûts. Mais le problème, c'est dès le moment où on l'a solvabilisé par l'assurance complémentaire, ça revient plus cher de se faire payer ses lunettes par sa complémentaire, si on compte le coût de la cotisation, que de l'acheter soi-même. Parce qu'au passage, vous allez payer les taxes sur la complémentaire. Et donc on peut facilement démontrer que finalement, si on retirait l'optique du système, eh bien, on diminuerait probablement un certain nombre de coûts inutiles. Alors après, tout ça est très compliqué parce qu'on ne peut pas décrocher uniquement l'optique, découper les contrats. Oui, puis il y a des gens qui... Il y a des gens qui en auront vraiment besoin parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais on est sur, d'un point de vue actuariel, on est sur de la consommation, à coup sûr, qui surenchérit l'ensemble. Et au total, ça pèse plus lourd sur le système que si on était en auto-assurance en optique. Et les gens, évidemment, ont du mal à le voir. Oui. J'ai l'impression que depuis ce matin, on a quand même donné des messages très importants. Il va falloir, évidemment, qu'on y revienne. Je pense que de nombreuses reprises. On commence d'ailleurs, nous, à réfléchir à organiser, si on le peut, pas trop tard, mais avec le temps de l'organisation quand même, une conférence où on pourrait plus largement aborder ces problèmes. Évidemment, on va reprendre tous ces échanges. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière question, parce que vous savez que la règle chez Sapiens, c'est qu'à 9h30, on vous laisse tranquille, on vous le promet. Mais une question de Pascal. Bonjour, finalement, nos meilleurs alliés ne seraient-ils pas les assurés eux-mêmes si les OCAM, toute famille, prenaient la peine d'expliquer que ce sont les complémentaires, ce que sont les complémentaires et leur rôle, de manière simple et accessible dans une tribune grand public, comme par exemple Ouest France ou Parisien. Car au final, l'objectif d'y partager est de mieux protéger les Français. Il y a eu beaucoup de tentatives de fait. Hein. Je pense que ce soit les acteurs eux-mêmes. Peut-on arriver à expliquer le système aux assurés? J'ai vu des éléments, qui soient par la Mutualité française, la FFA, le CETIP, chacun pour ses familles. Bon, maintenant, tout ce petit monde semble se regrouper un petit peu pour adopter des positions communes. Bon, voilà. Donc, oui, on peut expliquer. C'est long, c'est compliqué. Et puis, il ne faut pas se leurrer. C'est, bien sûr, expliquons aux Français, mais après, il faut aussi convaincre les parlementaires et sortir des enjeux purement idéologiques et politiques. Parce que on voit bien que la complémentaire santé, c'est aussi une variable d'ajustement sur les prélèvements obligatoires.
Bien sûr. Donc tout ça compte. Donc bien sûr, il faut expliquer au maximum. Il faut prendre le temps d'expliquer, que ce soit les coûts de gestion, que ce soit ce que font les mutuelles, comme Patrick disait, ce qui est dans les cartons, qui n'est pas encore visible, etc. Il faut expliquer aussi, parce qu'il y a des marronniers, là, vous dites des coûts de gestion, c'est un vrai marronnier, les coûts de gestion. D'ailleurs, c'est la même saison que l'arbre. Hein. C'est à l'automne ou avant du PLFSS. Oui, exactement, c'est la même saison. Voilà, vous avez un autre. Ça vient avec les marrons. Voilà, ça vient avec les marrons. En plus, là, on coche toutes les cases, pouvoir d'achat, etc. Vous avez aussi les réserves, parce que là, on en parle moins, ça ressort à un moment, les fonds propres, les réserves. Tous ces trucs-là, il faut leur tordre le cou. Mais on aura, quand bien même on tord le cou, on explique, il y a quand même des sacrés enjeux, des sacrés enjeux derrière, et des enjeux électoraux, parce que négocier avec le corps médical, c'est pas forcément facile pour le gouvernement. Enfin, c'est vraiment un écosystème qui est d'un maniement extrêmement sensible. Mais il faut expliquer aussi aux Français que s'il y a une disparition des complémentaires santé, il y aura une disparition tôt ou tard de la liberté de choix et de manœuvre de ces soignants. Voilà. Une des conséquences, ce serait une sorte de fonctionnalisation. Bien sûr, on va tout droit dans un système anglais. Oui, voilà, et on va tout droit, et ça serait quand même bien dommage dans ce pays qui est extrêmement solidaire dans sa protection sociale, on va tout droit vers une protection sociale à deux vitesses. Il y aura les gens qui auront les moyens de sortir d'un système de financement public qui font un système de financement privé. À ce moment-là, on aura un système de parcours privé de soins, parce que c'est comme ça que ça se produit. Donc une médecine à deux vitesses, pour dire les choses. Voilà, donc une médecine à deux vitesses. Et on ira tout droit. Et moi, je suis assez étonnée que certains écrivent des bouquins au nom de think tanks qui sont composés à 90% de professionnels de santé pour expliquer que ça sera mieux avec la grande sécu. Je suppose qu'on n'a pas dit à ces gens dans ce think tank, qui sont des professionnels de santé, que ça serait la fin de la prise en charge de leur dépassement d'honoraires. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Alors, on a 1 minute pour terminer. Il y a une très bonne question de Marie Soyer qui dit finalement, quelle est la question à laquelle cette réforme cherche à apporter une réponse? C'est vrai que c'est pas mal de revenir à l'origine de la réforme, parce qu'au bout d'un moment, on devient complètement perdu. Baisser les coûts, améliorer l'accès aux soins, améliorer la durée de vie en bonne santé des Français. Est-ce qu'on ne peut pas effectivement remettre l'église au milieu du village et le vrai objectif pour essayer de penser les moyens? Vous avez 1 minute. Alors, en 1 minute, il y a une réponse très simple, c'est quoi? Je ne sais pas, parce qu'il y a derrière comme premier objectif. On n'est pas tout à fait sûr. Voilà, moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Après, on a quand même une faculté. Oui, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est clair. Il faut distinguer quelle est la bonne église, c'est pas forcément évident. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire ce que vous évoquiez sur les coûts de gestion, là, on parle de quelques milliards. Quand on voit les dépenses ALD, les 20 à 40 milliards d'actes inutiles, etc., le fait qu'un certain nombre de Français ont des restes à charge considérables, il faut reprendre des choses là-dessus. Et moi, j'ai été frappé par, je ne sais plus quelle était la question telle qu'elle a été énoncée pour justifier l'étude. Il fallait définir ce que la nation attend des complémentaires. Je crois que c'est ça. Mais la nation, elle s'en fout des complémentaires. C'est ce que la nation attend du système de la santé et du système de santé. Donc, ça serait déjà remettre ça au milieu du village. Et le rôle des complémentaires, qu'on évoque largement, et c'est un vrai sujet, ce n'est qu'une conséquence. Mais on rentre là, juste pour ça qu'on pense qu'il y a un parti pris, on rentre par ce biais de la complémentaire. Josette, non. Quel est le but? Oui. Eh bien, moi aussi, alors, quand on lit le fameux pré-rapport du HCAM, alors on voit le mot efficience, baisse des coûts, et on voit le mot accès aux soins. Alors, je suis désolée, mais l'accès aux soins, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que, évidemment, il y a la partie financière, mais bien plus en amont, il y a la partie accessibilité physique aux soins. Ça, je suis désolée, mais les complémentaires santé ont largement fait leurs preuves là-dessus. On l'a dit tout à l'heure. C'est les premières qui ont vraiment démocratisé la téléconsultation en France. Si ce n'est pas un accès aux soins, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est les premières qui ont mis en place des réseaux de soins. Voilà, ce n'est pas une manière de mieux accéder aux soins. Je ne sais pas ce que c'est. Les premiers contrats solidaires et responsables. Voilà. Et le deuxième, donc sur l'efficience, je crois qu'on y a... si on veut vraiment être efficient,
eh bien, il faut se poser la question comment on finance demain les meilleurs soins, les innovations, les parcours de soins pour les gens les plus malades. C'est ça la vraie question de fond de notre système. Voilà. Et si la seule réponse est de dire circuler, il n'y a rien à voir, c'est plus facile quand il n'y a qu'un seul payeur, c'est un peu court. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup de cette discussion ce matin. Merci. Évidemment, ça n'est qu'un début. Nous en reparlerons très largement. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir, bonne journée.